Chers amis, maintenant, nous allons passer à la partie... ne vous précipitez pas. Je vais prendre les notes pour vous donner la parole. Donc, nous allons consacrer la période qui suit aux questions. Je voudrais que ce soit des questions, si possible, ou si c'est des commentaires, que ce soit extrêmement vrai. D'accord? Et, oui. Alors, monsieur, je ne connais pas vos noms, donc monsieur aux lunettes. Lunettes. On est quelques-uns ici. Alors, bonsoir. Je m'appelle Éric Ouellette. Merci pour vos présentations. Je me suis commis, moi aussi, dans la dernière revue de l'Action nationale concernant le devoir de réserve des juges. Du juge, devrais-je dire, parce qu'il s'agit du juge Wagner, qui a fait des déclarations extrajudiciaires particulières, surtout celles, entre autres celles concernant son refus de traduire les jugements avant 1969. Et j'étais très heureux, je siège depuis peu sur le Conseil d'administration du droit collectif Québec, j'étais très heureux de voir le droit collectif Québec et d'aller cogner à la porte de la Cour fédérale pour demander à la Cour suprême de respecter la loi. Voilà. Donc, ma question est celle de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Bon, Donald Trump vient d'être élu, pour ceux qui ne le savaient pas. Et je me pose la question de la reconnaissance internationale. Je ne sais pas, je ne me souviens pas où j'ai lu ça, où j'ai entendu ça, mais on m'a dit que Trump pouvait être assez cow-boy, entre guillemets, pour être d'accord avec notre désir de souveraineté, d'indépendance. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une avenue qui est plausible? Et est-ce que ça ne pourrait pas faire partie d'une stratégie de quelqu'un qui veut rendre l'Amérique grande, encore, d'affaiblir le Canada? D'abord, et il faut être pragmatique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pragmatique avec cet individu-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, personnellement, je ne l'aime pas, mais de façon pragmatique, quelle sera notre façon d'agir? D'abord, la reconnaissance internationale. Tu as dit un mot. Quand moi j'ai fait ma politique étrangère, le Canada est un pays, donc il avait été reconnu. Mais je reconnais que c'est pas simple. Et une des choses vraiment intéressantes, je me rappelle très bien, Louis, tu pourrais en dire un mot, c'est que M. Parizeau, là, lui, là, il comprenait comment ça se passait. Parce que, est-ce que tu te rappelles qu'il y avait une déclaration à un certain moment de quelqu'un en France ou en Europe qui avait dit « Oui, mais la France, elle ne peut pas reconnaître le Québec. » C'est l'Union européenne qui peut faire ça. Il n'avait pas tout à fait dit ça, mais en tout cas, c'est vrai que M. Parizeau l'a interprété comme ça. Puis il t'avait envoyé. Il l'envoie à Louis Baudouin en France pour dire « Hey, rassurez-nous, la France, peux-tu nous reconnaître? » C'est l'Union européenne. C'est Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères, puis il nous a dit très rapidement « Rassurez-vous, rassurez-vous. » C'est parce que Rocard avait réfléchi tout. Il n'y a rien comme ça, là, réfléchir tout haut. Alors que, il était très beau Québec, très point indépendantiste. Mais M. Parizeau était très attentif à ça. Il s'occupait lui-même des États-Unis, mais avec l'ambassadeur de France aux États-Unis, qui s'appelait Jacques-André Lamy. Alors, tu sais, c'est une grosse affaire, une grosse patente. Alors, mais là, la question, tu peux répondre, Daniel, ce que tu penses? Et c'est une affaire qui nous occupe, qui relève de maintenant. Là. Ouais. Quand M. Parizeau s'occupait de ça, là, il n'était pas premier ministre encore, donc il préparait le terrain. Puis quand il est devenu premier ministre, c'était une préoccupation. Puis est-ce qu'il l'a fait autant? Est-ce que, par exemple, moi je suis en train de faire un article là, maintenant sur la mission de Jacques-Yvan Morin à Paris. Là, vous allez en apprendre beaucoup. Moi, j'ai la liste, j'ai son agenda qui a rencontré dans la semaine qui a précédé la négociation du texte qui aurait été adopté le 31 octobre par l'Assemblée nationale, qui a été rendu public d'ailleurs par Jean-François Lisée dans un article qu'il a publié dans l'actualité du Figaro. Mais il y a beaucoup de choses à savoir puis à apprendre. Puis est-ce qu'on l'avait fait systématiquement? Est-ce qu'on avait du monde ailleurs, des Jacques-Yvan Morin qui avaient des missions ailleurs? Tu peux peut-être nous en dire un mot. Pour répondre à ta question, Eric, c'est que oui, là,
regarde, on a beau pas l'aimer, là, ben, regarde, c'est lui, le gouvernement, là, sur cette question-là, là, c'est lui qui va dire oui ou non, on va reconnaître le Québec. C'est le gouvernement qui a cette responsabilité, cette capacité dans à peu près tous les pays. Les parlements n'ont rien à voir là-dedans, c'est les gouvernements. Puis qui sait, peut-être, ce fou-là, il va peut-être dire, regarde, oui, si on va reconnaître le Québec, bonne idée, puis on va affaiblir le Canada, c'est un petit pays de rien, si on va l'avaler à un moment donné. Et, donc, il faut savoir, il faut aller chercher Quand on va être au gouvernement, il faut pouvoir vraiment jouer toutes nos cartes pour savoir ce que le gouvernement des États-Unis va faire ou veut faire, parce que ça peut être un joueur important. Non, c'est un joueur extrêmement important. Moi, si vous me demandez mon avis, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il va être un allié de quelque façon que ce soit, ne serait-ce qu'à cause de la présence d'Elon Musk qui s'est acheté un président. Tu sais, soyons clairs, pourquoi 110 millions? Et je crois que c'est un os qu'il faut effectivement regarder sous toutes ses formes. Préparer le combat. Oui, exact. Mais ça a toujours été un os, quand même. Oui, toujours. Toujours. Avec toujours, Bill Clinton est venu dire ici qu'il était pour l'unité canadienne. Jimmy Carter avait fait lui aussi une déclaration. Chacun leur tour. C'est normal. C'est normal. Bon. Alors, mais il faut. Sauf que lui, je veux dire, moi, je ne saurais pas comment lui parler, là, alors on va laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais je veux dire juste un mot sur Jacques. Pierre Carl, Pierre Carl, peut-être. Peut-être. Mais il faut s'en occuper. Disons que c'est ça. Puis avant d'être élu, c'est ça mon message. C'est avant d'être élu, on arrive. Le chef du PQ n'est même pas allé à Paris. Oui, il est allé. Il y a 2 ans. Il y a Exactement 2 ans. D'accord, mais maintenant. Non, maintenant. Oui. Juste un mot sur Jacques-Yvan Morin. C'est qu'il a sauvé, puis je vais le dire, là, notre présence au sommet de la francophonie en faisant une mission, parce que Trudeau s'était entendu avec Mitterrand dans un G7 sur notre dos. Et puis Jacques-Yvan est allé à Paris, puis il a sauvé in extremis, puis M. Lévesque par derrière, parce qu'il y avait une visite alternée qui tombait au bon moment. Je veux juste dire à Pierre Jasmin que je ne suis pas mélomane, mon conjoint il était très mélomane. Il est décédé. Et je demeure au domaine Forget très, très attaché parce que je vis dans Charlevoix les plus belles heures de ma vie quand je suis là. Je vais vous remercier d'avoir parlé du Kurdistan. Parce que là, moi je suis allé 2 fois au Kurdistan, 2 fois. Et ça a été pour moi une vraie découverte. Puis là, eux autres, là, en tout cas, il ne faut pas y décompter non plus. Là. Bon, voilà, je veux vous remercier d'avoir Oui. Ne vous excitez pas lors des prix. Madame. Un petit second pour dire à Louise aussi que c'est le fils de Jacques-Yvan Morin qui était notre webmaster qui a signé plusieurs de nos articles sur le site des Artistes pour la paix. Alors, moi c'est Nadia Alexandre. Alexandre sans le DRE. Merci aux panélistes, mais je pense que vous rêvez en couleur. Parce que il n'y a plus la loi et l'ordre, c'est devenu un mot dans le dictionnaire. Je pense à 2 choses qui me rendent vraiment désespérée. Ce qui se passe en Palestine maintenant, le génocide qui se passe maintenant en Palestine, à Gaza, avec l'appui de tous les États du monde, et je ne vois pas comment ils vont résoudre cette histoire. Ils sont en train de faire une cleansing ethnique avec impunité. Et l'autre, c'est le Elon Musk qui vient d'acheter le gouvernement. Il vient d'acheter un gouvernement. Alors, je ne comprends pas comment vous avez encore l'espoir que le petit David contre le Goliath va... et Alain Deneau était ici il n'y a pas longtemps. Il y avait 2 semaines. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'arrive. Alain Deneau était ici il n'y a pas une semaine. Il a dit, il y a 25 ans, les paradis fiscaux, il y en avait 9 partout au monde. 9.
Maintenant, c'est devenu 90. Ben, alors, si on ne va pas faire quelque chose pour réglementer ces bandits d'oligarques, ils vont nous manger tout cru. Cannibaliser ce que Yanis Varoufakis, le ministre, appelle feudalism, techno-feudalism, il appelle ça. Ils vont nous manger tout cru. C'est tout. Merci. Il n'y a pas de questions. Attendez, il y a aussi, je ne vous ai pas expliqué ça, mais il y a des questions qui viennent de la diffusion en ligne. Et donc, je ne sais pas, tu m'as dit qu'il y avait 2 questions. Exact. Un commentaire, une question. Un commentaire, passe à la question. Il y a Martine Lajoie qui voulait savoir, qui voulait en avoir plus sur l'eau que visée par Trump. OK? Quel genre d'attaque il pourrait faire sur l'eau? Pierre, c'est Pierre. Quelle- Oui, C'est clair. il y a 2 sources à un discours que Trump aurait fait en Californie. Et l'autre source, c'est d'aller voir Steven Staples, qui anime un blog très écouté, Peace Quest. Il est d'Ontario. Et il parle avec un article très documenté sur les intentions de Trump sur les eaux canadiennes. Alors, j'en ai pas plus. C'est à toi, oui. OK. Je trouve ça très agréable d'entendre ce que je viens d'entendre au niveau d'une politique extérieure qui pourrait conduire à la reconnaissance. J'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'actuellement, il y a 52 conflits sur la planète. Il y a 22 pays qui ont des difficultés au niveau on va prendre le zonage des pays, là. Je ne sais pas comment on dit ça. Respect des frontières. Le respect des frontières, il y a 22 pays qui ont ce problème-là. Et il y a des problèmes entre des groupes de pays qui ont des visions différentes. Vous parliez tantôt des États-Unis, mettons, qui sont une puissance mondiale. Il y a la Russie, il y a la Chine. Vous parliez des Indes. Puis j'ai vu par rapport au Moyen-Orient, tout ce qui se touche au niveau de l'Internet, où ils travaillent pour la désinformation, comment s'assurer des sources, puis, pour que ça ne soit pas des fake news, etc. Puis il y a tous les éléments de techniques sournoises de communication qui sont utilisés par les médias aussi, qui peuvent être affectants. Mais moi, ce que je me demandais par rapport aux les 17 points qui sont visés par les Nations Unies, les conflits militarisés, c'est la première source de dérèglement climatique. Dans votre présentation, au départ, vous parlez du maintien de la paix. L'ONU a un élément au départ qui est la promotion de la paix. Vous parlez dans le cadre de la prévention, il y a la promotion de la paix, le maintien de la paix, la prévention des conflits, puis ensuite de ça, les interventions. Vous parlez à ce niveau-là que le Canada pourrait, le Québec, excusez-moi, ils pourraient eux autres aussi, mais en tout cas, ils ne sont pas rendus là. Excusez, c'est mon impression personnelle. D'aller au niveau de faire des interventions. Mais dans les interventions, il y en a 3 types. Il y a tout ce qui touche la sécurité environnementale, donc les catastrophes naturelles et tout ça. Et ensuite de ça, il y a tout ce qui touche les conflits, donc les casques bleus potentiellement, si éventuellement c'était nécessaire. Moi, je peux dire que j'ai envoyé une lettre au roi Charles. Lorsque la reine Élisabeth est décédée, dans lesquelles je demandais 10% du budget militaire canadien dans le but de pouvoir organiser une sécurité nationale beaucoup plus basée sur la garde nationale, là, on pourrait prendre ce terme-là, mais pas à l'extérieur, et avec la promotion de la paix, c'est-à-dire, j'entendais au Vatican, Cité du Vatican, que l'Italie a renoncé à la guerre.
auparavant, il y avait l'article 9 du Japon, mais l'Italie a renoncé à la guerre. Que le Québec pourrait avoir comme objectif, je me demande le réalisme de cet élément-là, l'objectif de promouvoir la paix, d'une part, mais en même temps de faire des ententes bilatéraux où il pourrait avoir des traités d'amitié, de non-agression entre les pays, des traités de paix et de coopération, de façon à s'assurer qu'il y ait, dans le contexte de développement durable, une diminution des conflits ou un arrêt des conflits, puis où il pourrait mettre l'accent sur la criminalité, par exemple, ou d'autres parce que tu as posé problèmes ta qui question. peuvent survenir. Je pense que notre conférencier l'a saisi. Je me demande juste si ça pourrait être inclus, la promotion de la paix. D'abord, on a renoncé à la guerre, tout le monde. Et quand on a adopté la Charte des Nations Unies en 1945, c'était pour la première fois, là, il y a une interdiction du recours à la force, point. On n'a pas le droit de faire de guerre. Même le mot guerre, c'est intéressant, vous le relirez dans la Charte des Nations Unies. Le mot guerre n'est même plus là, sauf dans le préambule où on rappelle qu'il y a eu des mots indicibles commis pendant le conflit, puis là on appelle ça des conflits armés internationaux, mais le mot guerre revient à la mode. Là, mais ce que la Russie fait en Ukraine, Israël, c'est des violations éhontées de la Charte des Nations Unies, tous les grands traités, sans parler des conventions de droit humanitaire. Alors donc, on n'a pas besoin de traités bilatéraux, là, puis de traités d'amitié et de paix. On a la Charte des Nations Unies. Puis moi, je pense que le Québec, là, pourrait être un défenseur de la Charte des Nations Unies, pourrait rappeler l'importance de cet ordre international qui gravite autour de la paix et de la sécurité. Puis c'est vrai que ça paraît peut-être un peu rêveur, là, mais il me semble que j'ai déjà entendu quelqu'un dire quand on arrête de rêver, on meurt. Puis là, moi, j'arrêterai pas de rêver. J'arrêterai pas de rêver, même à la paix internationale. Et moi, je serais très heureux que le Québec serait souverain parce que peut-être que nous, là, on réussit à se faire élire au Conseil de sécurité. Le Canada est plus capable. Le Canada est plus capable de se faire élire au Conseil de sécurité. Il n'y a plus de crédibilité, zéro. Nous, on pourrait arriver comme un nouvel acteur qui a une crédibilité, qui a des personnes qui vont dire haut et fort pourquoi ça ne marche pas, là, que dans l'état actuel des choses, on s'en va vers le mur là, au plan de la paix, au plan du développement, et ainsi de suite. Donc, regarde, moi, je garde le cap, puis le fait d'être un pays souverain nous donnerait la parole dans les grands forums internationaux pour promouvoir nos grandes orientations. Puis la première, c'est la paix et la sécurité. Puis, c'est vrai, Pierre, moi, là, regarde, quand j'écris, on devrait devenir membre de l'OTAN, puis de NORAD, j'ai bien de la misère avec ça, là, si j'écris ça. Ça doit être accepté, premièrement. On a eu les grands débats au PQ, là, dans les années 70. En Écosse, le Scottish National Party s'est déchiré là-dessus, puis là, ils ont fini par dire oui, on va devenir membre, là, mais ça va être surtout pour le maintien de la paix, parce que l'OTAN fait des opérations de maintien de la paix aussi. Mais c'est vraiment, ça c'est une question difficile, divisive, parce qu'on est finalement arrivé à la conclusion qu'on devait dire oui, parce que c'est probablement la condition qui va nous permettre d'être un État souverain. C'est pour des raisons, peut-être d'en sortir après. stratégiques. Stratégique. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Monsieur. William Fayon. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, moi, quelques brefs commentaires. Je suis tout d'accord avec tout ce que vous présentez, un Québec indépendant et surtout créer la force de paix. Alors, ça, c'est très important. Mais une chose qui m'inquiète, c'est la formation de l'ONU actuellement. C'est les partisaneries et puis tout. Je ne sais pas s'il y a un moyen pour travailler pour changer le système comme tel. Donc, actuellement, un petit pays, et puis ça nous rappelle, ça nous revient à des années en arrière, la colonisation. Alors, tous ces pays, l'ancien colonisateur, maintenant, c'est leur intérêt avec ces petits pays, comme à l'ONU, Netanyahou est venu et puis son discours,
par la suite, la guerre, malgré que l'ONU c'est anti-guerre, et puis ils n'ont rien dit, et en plus, il a ordonné d'assassiner et puis détruire des pays et puis des choses. C'est incroyable. Alors ça m'inquiète, et puis comme un pays indépendant, le Québec, ça ne m'inquiète pas, on arrive. Et puis surtout pour les travailleurs à l'extérieur, une fois qu'on n'est pas avec le fédéral, tous les travailleurs et les députés fédéraux indépendantistes, ils peuvent travailler à l'extérieur. Alors ça, c'est important. Merci, M. Fayyad. Voilà ma question, que l'inquiétude de l'ONU de cette façon. Bref commentaire, parce qu'on a une liste très longue. Alors, sur le web, qu'est-ce qu'on nous dit? Le web, oui, Alexandre Bélanger. Je résume son commentaire et j'extirpe une question que je présente. OK? Bon, il dit que la politique étrangère québécoise est indissociable d'une politique de défense. Mais si on veut intervenir avec des casques bleus québécois ou quelle façon on va faire? Bon, on va s'inscrire dans l'ONU et autres, mais comment est-ce qu'on va former cette armée-là? Est-ce que, bon, c'est la question. Comment est-ce qu'on va... C'est très spécifique comme question. Il faudra être à l'écoute à la prochaine réunion, on va parler de la politique de défense. Parce que là, il ne faut pas quand même tout mettre dans le même paquet. Là. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu des conversations avec Stéphane Roussel, parce que, tu sais, ayant été invités tous les deux, puis on s'est entendu que je dirais quelque chose sur la politique de la défense, et que c'est Stéphane qui s'en occuperait. Mais d'ores et déjà, je peux quand même vous dire qu'il va falloir faire une décision sur la nature de notre force de défense, parce que selon la nature de la force, pourra dépendre notre participation à des opérations des Nations Unies. Donc, c'est intimement lié, politique étrangère et politique de défense. Merci, Daniel. Daniel. Moi, je veux plutôt évoquer que demander des réponses argumentées. La dimension autochtone était quasi absente de vos trois discours. Vous l'avez nommé, mais c'est tout. Vous l'avez juste nommé. Je veux dire, moi, que quand on veut une reconnaissance, qu'on affirme une identité, des valeurs, il ne faut pas être trop fragile et pouvoir se faire répliquer par le premier pays venu. Voici ce que vous avez fait dans le siècle qui vient de passer. Vous voulez l'indépendance, mais quel va être le statut des Autochtones dans la citoyenneté? La loi sur les Indiens s'applique encore au Canada. Avons-nous quelque chose pour la remplacer, pour apparaître comme un vrai pays? Là, je ne parle pas même de politique intérieure. Cher Daniel, on va traiter cette question le 15 janvier. Non, mais j'ajoute, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'aller discuter avec Ghislain Picard pour parler du Labrador et de son avenir, alors qu'il est sur notre territoire? Ça, c'est une question de politique étrangère. Merci. Le Labrador, encore aujourd'hui, le Québec, là, son ministère des Ressources naturelles écrit encore sur les cartes, le Québec ne reconnaît pas la frontière tracée par le comité judiciaire du Conseil privé dans son avis. Là. Mais, tu sais, on a beaucoup étudié ça au Parti québécois, Jean-Yvan Morin. C'était dans les premiers programmes du PQ en 68, disant qu'on allait devant la Cour nationale de justice quand on serait un pays souverain, pour contester la décision du Conseil, qui était une mauvaise décision. C'était ultra pétitant, comme on dit, tous les juristes. Ils en ont donné plus qu'ils en ont demandé. Ils demandaient la lisière là, au bord de l'océan, puis leur ont donné de gros morceaux. Mais il y a beaucoup de juristes, y compris Henri Dorion, qui avait dit, écoute, bonne chance devant la Cour nationale de justice, parce que c'est pas impossible si le Canada, si le Québec reconnaît la compétence de la Cour. Mais en tout cas, c'est un enjeu, puis ça continue de l'être à cause d'hydroélectricité. Et pour les nations autochtones, moi j'ai quand même dit, là, puis c'est décrit dans le texte, là, que tu vois que le Québec là, dit très clairement qu'il souscrit à la Déclaration des droits des peuples autochtones, puis que, tu sais, ça veut dire beaucoup ça en termes, si on le souscrit, on doit le respecter. Puis il y a toutes sortes d'engagements internationaux qui vont devoir être appliqués au Québec, dans le pays du Québec, dans ses lois et ainsi de suite. Mais effectivement, encore là, avant qu'on soit élu, puis dès qu'on sera élu, il faut engager un dialogue sérieux avec les 11 nations autochtones du Québec.
Merci Daniel. Donc, on va passer la parole. Non, mais non. C'est pas pour sa question. Je l'ai coupé parce que j'arrivais à 15 minutes dans ma présentation. Les 3 lignes sur l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Uma cultique essence de la vie, avec la commissaire Isabella Vetaluk. Et Terre en vie a montré un film, La survivance acharnée de l'Inuit à Tchoupéta. Donc, c'est des points très importants. André Vinette. Merci. Merci aux 3 panélistes qui furent, comme prévu, extrêmement intéressants. J'aimerais relater une expérience personnelle en relation avec votre propos et avec la dimension autochtone du Québec, et ensuite poser une question précise. D'abord, lorsque j'étais avocat dans le secteur privé, j'ai reçu un mandat du gouvernement du Québec qui a pris une dimension internationale inattendue. J'ai été nommé en 1999 co-président de la commission du Nunavik, une commission chargée d'étudier l'autonomie du Nunavik, une modernisation de ses institutions. Et cette commission-là était trilatérale. J'étais co-président nommé par le Québec, j'avais un co-président inuit du Nunavik. Il y avait 6 autres commissaires, dont 3 commissaires fédéraux et 2 autres commissaires québécois, un universitaire, spécialiste de l'Arctique, et une fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, parce que le Nunavik relève en grande partie de ce ministère. J'ai présidé des assemblées générales dans chacun des 14 villages inuits. Le mandat a duré donc de presque 2 ans, de 1999 à 2001. Mais ce qui est, et je précise qu'une des commissaires inuits était la sœur de Mary Simon, une sosie de sa sœur, et qui ne parlait pas plus français. Là où ça a pris une dimension internationale imprévue, c'est qu'après environ 1 an, j'avais établi de bonnes relations avec les commissaires fédéraux. On m'avait accueilli à bras ouverts au ministère des Affaires indiennes. À Ottawa, j'avais rencontré la sous-ministre. On m'avait donné des séances d'information sur la négociation de traités ailleurs au Canada. Mais le fédéral m'a payé, m'a invité à me rendre non seulement au Nunavut pour étudier l'autonomie inuit, mais aussi au Groenland. Alors, je suis allé au Groenland aux frais d'Ottawa, à titre de représentant informel du gouvernement du Québec, parce qu'on savait très bien que j'avais été nommé par un gouvernement souverainiste. J'ai été d'abord reçu à l'ambassade canadienne à Copenhague. L'ambassadrice était Mary Simon, mais elle était, fortuitement ou non, en déplacement. Mais j'ai quand même reçu une séance d'information à l'ambassade, et qui m'a présenté à un leader nationaliste indépendantiste groenlandais. Ensuite, je suis allé en déplacement, j'étais accompagné d'un seul autre commissaire nommé par le fédéral, un Québécois. Et là, j'ai été reçu en grande pompe au Groenland, à bras ouverts, par un gouvernement qui envisageait sérieusement l'indépendance à ce moment-là. J'ai relaté un peu cette expérience, Robert s'en souvient, dans les cahiers de lecture de l'Action nationale, assez longuement. Et j'ai été reçu d'abord par le gouverneur danois, où on a eu une discussion très délicate, parce que je voyais qu'il était contesté, qu'il y avait la même guerre des drapeaux qu'on voyait au Québec. J'ai été reçu à souper par le président de l'Assemblée nationale ou législative, un Inuk, pardon, singulier, Inuit c'est le pluriel, Inuk, donc du Groenland. Ensuite, on m'a présenté, on m'a fait rencontrer 2 sous-ministres clés. Tous les élus sont inuits, mais tous les sous-ministres sont danois. Et le sous-ministre des Finances, qui nous a reçus assez froidement, mais la sous-ministre des Affaires étrangères nous a accueillis à bras ouverts, avec sa petite équipe. Elle savait tout de la politique intérieure, des débats constitutionnels québécois et canadiens, et de nos débats sur la partition du territoire et les droits autochtones. Elle est extrêmement bien renseignée. Et sa petite équipe,
j'ai vu à l'œuvre une petite équipe extrêmement active comme État non souverain sur la scène internationale. Le Groenland est le seul État le premier État, bien avant le Brexit, à avoir fait sécession de l'Union européenne. Le Danemark l'a permis. Mais maintenant encore des liens, le Groenland maintenant encore des liens rapprochés avec l'Union européenne, l'OTAN et les Nations unies. Alors, cette toute petite équipe de très jeunes diplomates était toujours en voyage ou en conférence quelque part. Et ils étaient tous sur place pour me recevoir et pour se renseigner sur le Québec. Donc, je peux dire que j'ai marché un peu sur des œufs et que j'ai dû improviser parce que je n'avais aucun mandat, aucun encadrement, ni du ministre des Affaires autochtones du Québec, ni du ministre des Affaires internationales, ni du cabinet du premier ministre du gouvernement du Québec. Donc, je termine en disant que dans mes recommandations personnelles, en plus du rapport de la commission que je n'ai pas signé parce que je ne voyais pas de consensus chez les Inuits en faveur du maintien de leur lien avec le Québec, j'ai recommandé dans un rapport personnel l'adhésion du Québec au Conseil de l'Arctique, et je crois que c'est Martine Ouellette qui a donné suite à cette recommandation plus tard. Ma question maintenant, alors, mais qui est plutôt en rapport avec ce que Pierre Jasmin disait. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas carrément la question de la neutralité du Québec? Je pense du Québec souverain. Je pense qu'on tourne autour du pot là, en parlant d'adhésion ou non à NORAD et à l'OTAN. Il y a 3 États souverains européens occidentaux qui sont neutres. La Suisse, l'Irlande, l'Autriche. Il y en avait 5. On sait que la Suède et la Finlande ont rejoint que très récemment l'OTAN à cause du contexte. Alors, plus près de nous, nous avons le Mexique et tous les États latino-américains, nos voisins continentaux, et j'imagine que ce sera une des priorités du Québec d'entretenir des liens avec l'Amérique latine, qui sont à l'écart également des alliances militaires occidentales. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager de faire des liens avec eux, par exemple, avec l'Irlande, avec la Suisse, et de se dire, Mme Baudouin a raison de souligner, on va avoir un président des États-Unis très imprévisible. On parle même de la possibilité qu'il se retire lui-même de l'OTAN, ou qu'il l'affaiblisse considérablement. Alors pourquoi ne pas saisir peut-être cette porte ouverte par lui pour s'opposer carrément, pas la question, à mon avis, relativement superficielle de l'adhésion à l'OTAN, mais la question plus profonde de la neutralité. Je pense que c'est une bonne idée. Vraiment, là, si on veut faire un vrai débat démocratique là, dans les prochains mois, les prochaines années, puis qui nous amène à un référendum où on va quand même proposer au Québec quelque chose de peut-être un peu plus consistant qu'on l'a fait en 80-95. Le pays dans lequel vous allez vivre là va comme ressembler à ceci. On n'aura quand même pas tout décidé, puis la Constitution va peut-être être initiale, transitoire, puis on va aller plus à l'avant quand on va être souverain. Mais effectivement, les très grands changements, les bouleversements devraient nous amener à peut-être pas dire « Ah, il faut absolument devenir membre de l'OTAN, il faut absolument devenir membre de l'ONORAD, parce que si on ne l'est pas, on ne sera pas souverain, les États-Unis ne nous reconnaîtront pas comme pays. » Ça va faire un gros débat parce que, comme dans les années 70 ou plus tard en Écosse, il y a des gens qui vont essayer de convaincre que c'est essentiel, c'est nécessaire. Puis, tu sais, regarde, on ne sera jamais souverain si on n'accepte pas d'être engagé dans ces 2 alliances militaires. Puis, la neutralité, oui, mais regardez, il n'y en a pas grand monde qui sont neutres. Puis, les pays que tu as mentionnés le sont, mais est-ce que vraiment c'est la façon de faire dans l'avenir? Moi, personnellement, je préférerais de loin que le Québec soit neutre. Mais j'ai besoin d'être convaincu par ailleurs que ça ne m'empêchera pas de faire du Québec un pays.
Puis ça, la preuve, le fardeau, il est presque impossible à satisfaire. Alors, je ne sais pas trop. Je veux juste parler de l'Islande, qui est membre de l'OTAN, mais qui a une politique neutre et indépendante par rapport à l'OTAN. Le Costa Rica, c'est le pays qui a imposé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a fait accepter ça par 127 pays à l'ONU. Donc, c'est des avancées qui vont vers notre proposition. Merci André, je t'incline dans notre proposition de faire un pays neutre avec le Québec. Alors, nous allons passer à la dernière question, monsieur. Bonsoir, mon nom est René Pion, je suis membre du Parti québécois. Éric est mon président. Merci. Merci, oui. Je salue M. Monière qui m'a enseigné à l'Université de Montréal aussi en 83. Ça commence à dater avec Denis Monière. Ma question avec Denis Coderre. Oui. Oui, il était dans mon cours. Il lisait le journal en haut, pour ça il n'a jamais écouté mon cours. Comme Mélanie Joly dans mon cas. Alors, ma question concerne ce que vous pensez de l'orientation du gouvernement du Québec actuel en regard de la suite des choses qui va évoluer. Là. Quand on voit que le Parti québécois est à 31 %, est-ce que la CAQ... 35, excusez. Est-ce que vous pensez que la CAQ va... 37 pour la souveraineté. Oui, la CAQ va... Est-ce qu'il y a des membres de la CAQ, la ministre actuelle des Relations internationales, est-ce qu'elle va passer du côté souverainiste? Et je vais vous citer une déclaration de Gérin Lajoie en 65. Gérin Lajoie, c'est un fédéraliste. Il y a plusieurs fédéralistes qui ont ce genre de discours-là, mais là, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Alors, Lajoie disait « Le Québec n'a pas de permission à demander à Ottawa pour conclure des ententes internationales dans des domaines de sa juridiction. Il n'a pas demandé cette permission, il n'a pas demandé cette permission pour signer un accord avec la France et ne la demandera pas quand il voudra conclure d'autres ententes du même genre avec d'autres pays. » Alors voilà. Oui. Alors oui, je peux répondre à ça parce que il faut avoir des partenaires. Tu sais, c'est bien beau de dire, nous, on veut signer une entente avec vous, mais il faut que le pays en question, oui, il faut être deux. Et le problème qu'on a eu très souvent, c'est que le Canada, évidemment, allait voir le pays en question, puis disait, signez pas. Et le problème, c'est de se trouver des partenaires. Alors, dans nos questions de compétences, sur la sécurité sociale, par exemple, là, ils acceptaient la Grèce, enfin, toutes les communautés culturelles du Québec, là, ils aimaient avoir cette entente en matière de retraite ou de sécurité sociale pour pouvoir transférer, évidemment, au Québec. Alors ça, oui, mais dès qu'on parlait un peu plus, même de culture, de langue et tout, là, l'UNESCO, là, c'est vraiment la francophonie et la France qui nous a appuyés parce qu'on n'avait pas de partenaire. Notre problème, il était là parce que le Canada, qui aujourd'hui est probablement probablement, c'est vrai, je pense que le Canada a perdu beaucoup de sa vigueur sur le plan international, puis peut-être moins bien considéré et tout. Mais à l'époque, c'était le Canada qu'on avait en face de nous. Moi, je vous dis, là, au Liban, par exemple, moi, c'est un pays que j'aimais, là, que je vois être détruit sous nos yeux, là, où je suis allé très souvent. Puis j'avais un ami qui s'appelle Ghassan Salamé, qui était ministre de la Culture, qui était mon vis-à-vis. Oui, j'ai vu ta signature. À Byblos, moi, j'ai signé. Alors, mais je vous le dis, là, il a été obligé, l'ambassadeur du Canada était sur le tarmac. Je ne l'attendais pas. Je ne voulais pas le voir, l'ambassadeur du Canada au Liban. Mais il était là. Puis Ghassan Salamé, il était le seul qui a voulu jouer ce jeu-là avec moi. Il m'a dit, fais semblant, là, on va faire une réunion formelle, les vraies affaires, on va les faire ensemble. À Byblos, on a signé des bourses pour des jeunes Libanais, ministère de l'Éducation, enfin, etc. Il fallait le faire en dehors, mais il faut trouver un partenaire qui est prêt. J'en ai trouvé qu'un seul pendant les 4 années où j'étais ministre des Relations internationales, c'est le Liban. Je ne sais pas si c'était à ton époque, mais à un moment donné, on voulait conclure une entente sur l'adoption internationale avec le Vietnam. Oui. Avec le Vietnam. Oui. Alors là, tu sais, c'est clair, c'est nos compétences, c'est le droit civil, puis tout ça. Puis là,
le Canada a dit on va conclure, nous, avant une entente avec un accord cadre, un accord parapluie, puis tout ça. Puis dès que le Canada faisait ça, le Vietnam dit OK. Puis là, l'autre entente, là, elle va attendre parce qu'il faut qu'elle vienne après seulement parce que le Canada l'a autorisé. Alors, donc, c'est ça la précarité des relations internationales du Québec. Il faut toujours avoir la permission. Il faut en sortir. On est ici pour ça. Oui. On persiste et on signe. Alors, je vais passer la parole maintenant à Martine Ouellette pour le mot de la fin. Bien, merci à nos conférenciers, donc Louise, Daniel, Pierre, notre animateur Denis. Merci à Gilbert pour toute l'organisation. Vous me permettrez d'ajouter mon petit grain de sel parce qu'on a chacun notre biais. Donc, moi, mon biais sera le biais de la crise climatique. Je pense que dans une perspective de relations internationales avec la position privilégiée du Québec, avec les valeurs que nous avons, nous devrions nous inscrire dans une perspective de justice climatique. Et je pense que même le Québec devrait faire des démarches à l'ONU pour définir des réfugiés climatiques parce qu'il y en aura. Et on est aussi bien de prévenir que de tout recevoir à nos frontières et de n'avoir aucune façon de pouvoir définir qui on peut accueillir ou pas. Donc, je pense qu'on pourrait jouer un rôle très important de ce côté-là. Je pense qu'on devrait aussi ajouter dans tout ce qui se passe actuellement à l'international, l'intelligence artificielle. On ne peut plus passer à côté. C'est comme un train qui nous fonce dedans. Et avec l'intelligence artificielle, toute la question aussi, parce que je trouve que c'est lié de l'information et du financement de l'information. J'entendais qu'il y avait beaucoup de fake news dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, il y en a aussi beaucoup dans nos propres grands réseaux nationaux. Où moi j'entends parler, juste pour vous donner des exemples, de transition énergétique actuellement, alors que c'est complètement pas ça, etc. Donc, on a aussi du travail à faire parce que les nouvelles ne sont plus que nationales, sont très internationales. Et je dirais le troisième point important, qui n'est pas nouveau, toutefois celui-là, mais qui est un vrai cancer, et sur lequel on devrait annoncer que comme pays on agira, ce sont les paradis fiscaux. C'est un très gros cancer et on ne peut pas passer à côté. Donc, c'était mes 3 suggestions de nouvelles orientations à une politique étrangère. Et je finirai sur 2 petites anecdotes. La première, quand j'étais ministre des Ressources naturelles, j'ai été invitée au Congrès mondial de l'énergie qui était à Daegu, en Corée du Sud, à aller prononcer une allocution sur l'électrification des transports et les énergies renouvelables, alors que mon vis-à-vis d'Ottawa, George Dever, allait parler des sables bitumineux et des gaz de fracturation. Mais juste vous dire, si je ne me trompe pas, à Séoul, nous n'avions qu'une antenne, donc au Québec, donc une personne écart, et très efficace. On n'a pas besoin d'être très nombreux pour avoir beaucoup d'impact. Et à la dernière minute, je suis au ministère des Ressources naturelles, mais même au Québec, le ministère des Ressources naturelles est très fossile. Donc, on avait organisé plein de rencontres avec le milieu fossile de la Corée du Sud, et j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas, vous allez changer votre programme. Je veux rencontrer, par exemple, je voulais rencontrer LG, parce qu'on se rapporte en 2013, développement des batteries. LG n'avait pas commencé, le Québec avait plein de brevets avec Hydro-Québec. Je me dis, on pourrait faire un beau partenariat, puis LG pourrait venir s'installer au Québec pour l'ensemble de l'Amérique, mais avec notre expertise, pas comme Norvolt avec pas d'expertise, puis tout le reste, là, intégré. Et donc, ils font toutes des démarches, j'ai réussi quelques jours à m'organiser la rencontre avec les gens d'LG. Est-ce que j'ai fait ma rencontre avec les gens d'LG? Non. Parce que l'ambassade est passée en arrière. Et a tout annulé. Ben, vraiment. Donc, être une délégation, c'est bien, mais une ambassade, c'est bien mieux. Et juste, je terminerai sur ça. Ma fille, donc Emmanuelle, me disait, écoute, maman, lorsque j'étais au gouvernement, dépêche-toi à faire un pays parce que moi, je veux être ambassadrice de la République. Dans mon texte,
je cite Jean-François Payette, là, parce qu'il y a une belle façon de terminer un texte, mais Jean-François Payette, il cite ceci dans cet article, dans votre truc. C'est le début de son article sur politique étrangère et sécurité d'un Québec souverain. Et il y a une belle citation au début où on lit « Le jour où ils, les Québécois, voudront participer pleinement et entièrement à la construction d'un monde nouveau, ils se donneront un pays. » Louise Baudouin. Oui. Une belle citation de Donc, merci aux panélistes et vous, public, de votre présence et de vos interventions. Je vous rappelle qu'il y a des numéros de la revue du mois d'octobre qui sont en vente à la sortie. Vous trouverez l'article de Daniel ainsi que de nombreux articles tout aussi intéressants. Alors, je vous rappelle que nous avons notre prochaine rencontre le 11 décembre et ça portera sur la politique monétaire du Québec indépendant avec Richard Carrier, qui est ici dans la salle. Alors, bonne soirée et bon retour.